Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Virginie Maloney, qui est avocate et coordonnatrice, je crois, de l'aparté chez Juripop. Alors, nous sommes très heureuses de l'accueillir parmi nous aujourd'hui pour venir vous parler de l'aparté et des ressources. Alors, peut-être vous rappeler qu'on a déjà invité l'aparté en 2019, dans la foulée du mouvement Moi aussi, à venir présenter les services gratuits pour la communauté culturelle, mais dans la foulée des dénonciations en cours, on considère que c'est important de le refaire aujourd'hui. Donc, je remercie d'emblée Virginie d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'espère que cette présentation sera fructueuse et qu'elle répondra à beaucoup de vos questions aujourd'hui, qu'elle vous supportera selon vos besoins. Alors, la présentation sera suivie d'une période de questions. Alors, je me permets de vous donner quelques consignes. Alors, pour des raisons de confidentialité, on vous encourage à écrire vos questions dans la question-réponse, donc en bas de votre écran. Alors, on vous demande aussi, si possible, d'éviter de poser des questions personnelles, des questions plus générales. Vous savez que vous aurez l'opportunité de prendre des rendez-vous à l'aparté au besoin pour discuter de vos situations personnelles. Donc, on souhaiterait profiter de l'occasion pour entrer plus dans des questions plus larges. Si vous voulez parler, poser des questions de vive voix, vous pouvez le faire également, mais sachez qu'on enregistre le webinaire pour permettre à ceux et celles qui n'ont pas pu participer à la rencontre de pouvoir le visionner. Alors, il y aura donc une session de questions-réponses à la toute fin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Virginie. Merci. Oui, merci beaucoup, Christine, là, pour la présentation et merci aussi à Ampis là, pour l'invitation. En fait, c'est vraiment apprécié puis je pense qu'actuellement, c'est essentiel là, dans le contexte là, actuel. Donc, sans plus tarder, je vais déjà d'entrée de jeu partager la présentation. Et effectivement, là, je me permets de le redire, là, si il y en a qui ont des questions plus spécifiques en lien avec leur propre situation, n'hésitez pas là, à vraiment nous appeler après la rencontre ou nous envoyer un courriel à commercial-juripa.org parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir vraiment discuter avec vous en toute confidentialité, puis en toute aussi indépendance et impartialité. Là. Donc, on est vraiment là pour vous. Et je pense que c'est essentiel là, en ce moment aussi de mentionner là, que la présentation aujourd'hui se veut un bref survol en fait de ce qui se passe dans le milieu des dénonciations et tout, et également un survol des services qu'on peut offrir et ce qu'on peut faire pour vous aider. Puis on va entrer aussi dans quelques notions plus juridiques en fait. Toujours dans un survol là, vraiment pour qu'est-ce qui peut être pertinent pour vous. Et donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander. On va les faire à la fin ou au fur et à mesure. Je vais essayer d'en lire quand c'est à propos. Là, je vais pouvoir les mentionner à haute voix aussi. Sans plus tarder, en fait, le guichet unique, un accès pour tout à l'aparté. Alors, tout d'abord, une certaine mise en contexte pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui ne nous connaissaient pas. À l'aparté, en fait, on a été mis sur place à la suite du mouvement #moi aussi en 2017. Ce mouvement-là a vraiment pris de front, en fait, tout le milieu de la culture et il y a eu des regroupements d'associations professionnelles, notamment l'Union des artistes, Ampis. Donc, il y a eu vraiment une panoplie, en fait, d'associations professionnelles dans le milieu culturel qui se sont rejoints de façon informelle et qui ont décidé de mettre en place un plan d'action pour rendre les milieux de travail sains et exempts d'harcèlement et de violence au travail. De ce plan d'action-là, en fait, on a décidé de mettre sur place un guichet unique, soit un accompagnement, une aide aux personnes dans le milieu culturel qui subissaient des violences en milieu de travail et l'aparté est né de ça. Le mandat a été confié à Juripop. Donc, nous, à l'aparté, on est vraiment, on fait partie de Juripop finalement et qui est un organisme à but non lucratif dont la mission est l'accessibilité à la justice. Donc ça, c'est ce qui a été fait, entre autres, depuis 2017. Mais là, on fait face à une autre vague, en fait, en 2020, juillet 2020, qui encore une fois nous frappe. On a une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux. Donc, on parle des groupes Facebook, Instagram, des listes de noms qui circulent. On utilise plusieurs outils publics, en fait, pour dénoncer des situations et aussi pour mettre fin, en fait, à la culture du viol à laquelle on assiste en
ce moment. Encore une fois, on touche le milieu de la culture. Pourquoi? Bien évidemment, les gens dans le milieu de la culture sont plus familiers souvent avec les réseaux sociaux, avec les médias. Donc déjà là, ça s'est montré comme étant une plateforme, pas facile, mais utile à apprendre. Et en fait, on a voulu aussi, en fait, vraiment répondre à des besoins des victimes ou des personnes survivantes qui, parfois, n'étaient pas nécessairement répondus par le système judiciaire. Donc, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Je vais en aborder de façon plus approfondie. Évidemment, moi, mon souci actuellement, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux, ça se fait pas sans risque. Et il faut vraiment être conscient là, que il y a des risques et ça existe et savoir avant de dénoncer, en fait, à quoi on s'expose. Donc, on va parler notamment d'atteinte à la réputation, de diffamation, la notion de contamination du témoignage, de nuire au dossier, comment on s'y retrouve, dans quel cas on a le droit de parler ou on n'a pas le droit de parler publiquement. C'est ce qu'on va essayer de démêler un peu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, on va discuter, je le mentionnais un peu, du mandat de l'aparté, des problématiques qu'on touche, de certaines notions juridiques et l'aspect vraiment plus dénonciation sur les réseaux sociaux. On va aborder aussi les solutions juridiques et non juridiques pour vous donner un bref aperçu de qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que trop souvent, on pense seulement au système judiciaire ou à la plainte à la police, alors qu'il existe d'autres moyens, d'autres outils qu'on peut utiliser. On va parler aussi de nos services, qu'est-ce qu'on fait, de notre fonctionnement et en gros des outils et ressources qui existent aussi. Jusque-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai ma petite boîte questions-réponses ouverte. Donc, les services de l'aparté, d'abord, ça s'adresse à qui? À toute personne du milieu culturel qui aurait subi ou qui aurait été témoin d'une situation de violence au travail. Donc, on va parler dans son sens large. Harcèlement, agression sexuelle, extorsion, etc. Ce n'est pas nécessaire d'être affilié à une association professionnelle. C'est pas nécessaire non plus d'être un employé. C'est pas nécessaire d'avoir porté plainte ou de vouloir porter plainte. On peut juste appeler pour dire « j'ai telle situation qui se passe en ce moment, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, on est vraiment là, ouvert à tous là, dans le milieu de la culture pour donner des conseils. Ensuite, on va aborder en fait c'est quoi les problématiques qu'on touche ou qu'est-ce qu'on voit le plus souvent dans le milieu culturel et qu'est-ce qu'on entend par violence au travail. On parle évidemment de harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, harcèlement criminel, attendez, je vais revenir, et aussi agression sexuelle. Ce sont des points qui sont importants. Souvent, on entend agression sexuelle, violence à caractère sexuel, mais il faut savoir que le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel est aussi extrêmement présent dans le milieu et même qu'à l'aparté, 50% de nos dossiers concernent des dossiers d'harcèlement psychologique. Donc, c'est pas à négliger non plus. OK? Rapidement, qu'est-ce que c'est le harcèlement psychologique? En fait, on va parler d'une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés. Ces comportements-là sont hostiles ou non désirés. Donc, ils nous frappent, là, on n'a pas envie de les recevoir et ils vont porter atteinte à notre dignité ou à notre intégrité physique et ça va rendre notre milieu de travail néfaste. Donc, essentiellement, on va parler en fait de dénigrement, on va parler d'intimidation, de silence, aussi de propos discriminatoires, que ça soit relié au sexe ou que ça soit relié aussi à la race, à la culture, à l'orientation sexuelle. Donc, en fait, ça va aussi toucher ça. Donc, le harcèlement psychologique, faut savoir aussi qu'il existe des zones grises. C'est pas toujours facile. C'est rare, là, dans un dossier de harcèlement psychologique, qu'on a carrément des courriels de suite d'insultes, là. Souvent, c'est plus insidieux que ça, là. On va avoir des zones grises ou justement des silences, des exclusions à des meetings. Et c'est vraiment ces conduites-là de façon répétée qui vont avoir un impact, en fait. Également, il faut penser qu'une seule conduite grave peut constituer du harcèlement aussi. Il faut que ça soit une conduite qu'on dit très grave, là, donc notamment, par exemple, des menaces de mort, des voies de fait ou une agression sexuelle aussi en milieu de travail.
Donc, on va parler humilier des collègues, le dire qu'il est bon à rien. J'ai déjà vu aussi des dossiers où on disait justement, il est stupide, il a l'air d'un singe, où on disait à une personne, tu n'as pas le droit de me parler, je suis ton supérieur, alors que les deux personnes étaient égales, il n'y avait pas de lien hiérarchique, etc. Évidemment, le harcèlement psychologique, ça ne touche pas seulement un supérieur avec un employé, là, ça peut être deux collègues, ça peut être aussi une personne qui est un collègue égal à nous, entre guillemets, sur le plan hiérarchique, ou même une personne externe, mais que cette personne-là, elle a du pouvoir, elle connaît beaucoup de personnes. Donc, à ce moment-là, elle va prendre, elle va humilier d'autres personnes ou elle va prendre ce pouvoir-là à profit pour pouvoir, en fait, nuire à l'autre personne. On a le harcèlement sexuel qui fait partie intégrante du harcèlement psychologique et en fait, les comportements vont toucher des caractères sexuels. Ça peut être des paroles, par exemple des invitations continuelles à faire des actes sexuels, à venir prendre un verre. Vous savez, quand on est une personne qui se fait continuellement demander ou qui se fait toucher ou on lui offre, par exemple, d'aller parler le soir tard dans un bar d'un dossier ou de sa carrière, de façon répétée, ça va constituer du harcèlement sexuel. OK? Ça va avoir des conséquences néfastes pour la victime. Par exemple, moi, j'ai vu des cas où une personne se faisait continuellement harceler sur le plan sexuellement, a refusé plusieurs fois les avances et au point où, à un moment donné, la personne qui s'est fait refuser les avances, bien, après ça, elle a donné des mesures de représailles à la personne parce qu'elle avait refusé les avances sexuelles. C'est quelque chose qu'on voit aussi, malheureusement, là, dans le milieu. Donc, on va parler en général là, vraiment là, d'allusion sexuelle aussi. Ça va dépendre des propos. Et encore une fois, on a une conduite qui est répétée. N'hésitez pas à poser des questions là, si vous en avez là-dessus. Faut pas oublier aussi que le harcèlement peut devenir criminel et ça, on le voit dans le milieu de la culture aussi. Le harcèlement amène la personne à craindre pour sa propre sécurité. Justement, si on se fait suivre, par exemple avec Instagram ou les réseaux sociaux maintenant, des fois, ça peut être épeurant. Quelqu'un qui nous suit, qui prend des photos nous de dos, puis qui les pose sur Instagram. Quelqu'un qui arrive chez nous, qui nous traque dans nos milieux de travail. À un certain moment donné, on vient qu'on craint pour notre sécurité physique et là, on peut porter plainte à la police. Ça constitue du harcèlement criminel. OK? L'extorsion aussi. C'est un crime que les gens connaissent moins bien et pourtant qui est extrêmement présent. C'est dans un cas où on va user de violence ou de la manipulation pour obtenir quelque chose. On va faire des pressions, on va menacer, on va faire peur. Oui? Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Non, excusez-moi. OK. Donc, on va menacer une personne de publier des photos. On va menacer de divulguer des faits de sa vie privée, etc. Donc, on est là vraiment pour obtenir quelque chose. Évidemment, cette extorsion-là, la chose qu'on obtient peut être des faveurs sexuelles. Et ça, à ce moment-là, c'est aussi un crime et ça peut constituer aussi une agression sexuelle qu'on va aborder maintenant. Une agression sexuelle, en fait, c'est un geste à caractère sexuel. On dit, pardon, avec ou sans contact physique qui est commis par un individu sans le consentement de la personne visée. Très important ici, l'aspect de consentement, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. C'est très important, le consentement. Et c'est pourquoi je suppose qu'il y en a plusieurs qui ont entendu parler de sans oui, c'est non. Là. C'est important de savoir que c'est pas parce qu'on dit pas un non, comme dans un film, on se fait attaquer, on dit non, on frappe la personne, on court, qu'on a consenti. Là. Des fois, là, on est dans des nuances, dans des zones grises là, en ce qui concerne le consentement. Et le consentement, ça repose sur les épaules de la personne à vérifier que l'autre personne consent à l'acte sexuel. Et donc, ça veut dire, par exemple, si j'ai des pressions pour plier, pour avoir une relation intime avec quelqu'un, j'ai des pressions, moi, ça me tente pas, mais j'ai peur, je fige, je me laisse faire d'une certaine façon, mais tout le long de l'acte, je suis carrément effacée, je pleure, j'ai pas dit un non, mais mon comportement veut dire non. Et à ce moment-là, on n'a pas le consentement. Aussi, si on a mis des pressions sur la personne, le consentement va être vicié.
Donc, ça aussi, c'est important de le savoir. C'est pas parce qu'on n'a pas dit un non franc, en courant par la porte, qu'on a consenti à l'acte sexuel. Ça, je le dis. Et aussi, le consentement, ça touche tous les actes qu'on veut faire. Par exemple, on peut consentir à une pénétration vaginale, mais refuser une pénétration anale. Alors, s'il y a une pénétration anale pendant l'acte, eh bien, notre consentement sera pas valide. Au même titre que si on a décidé d'aller chez quelqu'un, qu'on est dans des attouchements, ça va bien, tout ça, puis là, finalement, il y a quelque chose qui nous rebute, ça nous tente pas, on peut aussi s'en aller et on a toujours le droit. C'est jamais la faute de la victime, OK? C'est toujours la faute de l'agresseur dans les cas d'agression sexuelle, je le redis. Vous pourriez être tout nu dehors en train de marcher que ce ne serait pas votre faute si vous vous faites agresser, OK? Les hommes ne sont pas des bêtes, je dis les hommes ou les femmes, mais les personnes ne sont pas des bêtes instinctives qui se promènent dans la rue, là. On est capable de se maîtriser et de se contrôler. Donc, c'est vraiment important de le garder en tête, OK? Ensuite, ce qui arrive, en fait, si on a vécu une situation de violence, on ne veut pas porter plainte, mais on veut dénoncer son agresseur sur Internet. La question à 100 est-ce que je peux dénoncer mon agresseur sur Internet? Il y a des risques qu'il faut garder en tête. Mais pourquoi on ferait ça, en fait? Il faut se questionner, c'est quoi mon objectif actuellement? Pourquoi je veux dénoncer sur les réseaux sociaux? Les gens vont me rapporter plusieurs choses. Par exemple, je ne veux pas avoir des représailles. J'ai peur, cette personne-là, elle est puissante dans le milieu. J'ai peur qu'elle nuise à ma carrière. Je manque d'énergie ou je suis psychologiquement tellement affectée que je me vois pas passer à travers un processus judiciaire, un processus criminel. Ça fait trop longtemps. Ça s'est arrivé il y a 10 ans, 15 ans. J'ai peur que ça soit prescrit. Donc, ça fait trop longtemps. Je ne me rappelle pas de tous les événements. Également, le manque de soutien. Je suis toute seule là-dedans. J'ai personne pour m'aider. Je ne sais pas quoi faire. Je préfère pas porter plainte et pour moi, c'est plus facile d'aller sur Internet. Je veux prévenir les futurs abus. Souvent, les gens me disent, moi, je ne veux pas que cette personne-là aille en prison. Moi, j'ai réglé ce qui s'est passé, mais je veux pas que ça arrive à d'autres personnes, par exemple. Moi, je veux prévenir les autres, OK? On veut aussi changer la culture du viol en ce moment. C'est vraiment ce sur quoi on parle dans la vague de dénonciation. On veut, en fait, faire prendre conscience aux gens, aux hommes, aux femmes, que il existe une culture du viol et que sans le vouloir, il y a des personnes qui ont pu faire du tort à d'autres personnes sans s'en rendre compte. On veut réveiller les esprits. Également, parfois, on veut parler simplement pour se faire dire est-ce que je suis toute seule dans cette situation-là? Donc, de dénoncer sur les réseaux sociaux, ça répond à un besoin d'avoir du soutien par les autres personnes. Et des fois, les personnes me disent, ben moi, j'ai sorti sur les médias et dans les réseaux, pardon, et là, j'ai réalisé que il y avait eu 15 autres femmes qui avaient été victimes de cette même personne-là. Donc, moi, ça m'a fait du bien en quelque sorte, ou du mal, mais parce qu'on veut pas que d'autres personnes souffrent, mais ça m'a fait du bien de savoir que je ne suis pas seule dans la situation. Donc, des fois, ça va être des raisons pour lesquelles on va plutôt aller sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller directement dans un processus judiciaire, par exemple. Jusqu'ici, si vous avez des questions, là, j'ai ma boîte questions-réponses ouverte. N'hésitez pas à les poser. Ensuite, il faut garder quand même en tête qu'il existe des risques à dénoncer dans les médias, sur les réseaux sociaux. OK? Le premier risque auquel on pense, c'est la poursuite en diffamation. OK? C'est quoi une poursuite en diffamation? En fait, d'abord, il faut savoir que toute personne a le droit à sa réputation. C'est un droit qui est garanti par la Charte des droits et libertés. Donc, ce qui fait que lorsqu'une personne porte atteinte à notre réputation, donc par des paroles ou des écrits, et va avoir des propos, en fait, qui vont nous rendre défavorables ou nous déconsidérer face à un public, là. Donc, c'est pas privé. Souvent, les gens me disent, ben moi, je veux juste y écrire à lui. Est-ce que je porte atteinte à sa réputation si je lui envoie une lettre privée? Non, il doit y avoir une atteinte
public pour que ça constitue une atteinte à la réputation. OK? Et cette divulgation-là de propos va être fautive dans certains cas. OK? Faut savoir là, que c'est pas évident. Là. C'est souvent des zones grises et c'est rare qu'on arrive avec une réponse à 100% claire. Oui, c'est de la diffamation. Non, c'est pas de la diffamation. Souvent, on se retrouve sur un spectre entre les deux. Dans tous les cas, du moment qu'on décide de dénoncer publiquement un nom et qu'on s'identifie ou qu'on indique la personne, en fait, qu'on sait c'est qui l'agresseur, on s'expose. Le risque zéro n'existe pas. OK? Je vais être bien claire là-dessus. Ça ne veut pas dire que la personne qui nous poursuit en diffamation, elle a raison de le faire. Mais il faut quand même savoir que si je suis chez moi et que je reçois une poursuite, qu'on me poursuit pour 400 000 ou 100 000 $, c'est stressant. Je dois me défendre, OK? Je dois utiliser des ressources, que ce soit des ressources psychologiques et financières pour me défendre, OK? Donc, c'est important de garder ça en tête, OK? Et j'ai des questions que je vais répondre tout de suite. Quelqu'un me demande si je parle en privé, en message privé à plusieurs personnes, est-ce que cela peut être considéré comme une atteinte à la réputation? Oui, dans certains cas. OK? Je vous donne un exemple. Il y a eu un cas qui est sorti, il y a peu de jurisprudence là-dessus, mais je vous donne un exemple. Un cas d'un professeur au primaire, en plus, un professeur au primaire qui était éducateur, en fait, un professeur à l'éducation physique. Et il y a sa cousine qui a mentionné avoir été abusée sexuellement par ce professeur-là, mais lorsqu'il était jeune, avant d'être professeur. Et elle en a parlé au directeur d'école, dans le réseau, à la commission scolaire. Donc, elle en a parlé à plusieurs personnes et ça a été reconnu comme étant une atteinte à la réputation. Ce que cette personne-là voulait faire, évidemment, c'est protéger les enfants à l'école. C'est ça. Mais ça a été reconnu comme une atteinte à la réputation dans ce cas-ci. Donc, si vous en parlez à plusieurs personnes, si ça reste de matière confidentielle et que c'est vraiment dans le fond, une discussion, un partage que vous faites en toute confidence à des personnes, mais à plusieurs personnes, ça peut être, ça va pouvoir être correct parce qu'on va dire à ce moment-là, la réputation n'a pas été entachée de la personne. Ceci étant dit, l'autre cas, si vous en parlez à son producteur, à son agent, vous en parlez à tout le monde qui fait des contrats avec cette personne-là, là, ça peut constituer de la tête à la réputation. Parce que pour que ça soit de la tête à la réputation, on n'est pas obligé de sortir en gros titre là, dans Le Devoir ou dans la presse. OK? Pour que ça soit de la tête à la réputation, il faut que ça ait un caractère public, un caractère qui touche en fait le milieu de travail. L'autre aspect aussi, c'est qu'il faut que la personne ait eu des dommages. Donc, que ce soit des dommages psychologiques, moraux ou des pertes de contrat, par exemple. Donc, si on en parle entre personnes puis qu'il n'y a pas eu de dommages, bien, il n'y a pas de matière à poursuite en diffamation, là. OK? Ça aussi, il faut le savoir. Fait avant, si jamais ça vous est arrivé que vous avez reçu une mise en demeure, puis là, vous êtes stressé, vous avez peur, venez nous voir à l'aparté. On va voir avec vous parce que des fois, les mises en demeure, c'est sorti juste pour vous faire peur. OK? Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à ce moment-là. On va vous contextualiser puis on va vous dire, regarde, là, ton risque, là, il est vraiment bas, là, tu sais. Sérieusement, inquiète-toi pas trop, là, t'as pas vraiment porté la tête à la réputation de la personne. Dans certains cas, on va dire, OK, ben là, peut-être qu'il était mieux de retirer ta publication parce qu'effectivement, ça vient nuire. Il y a d'autres questions. Est-ce possible de citer un exemple d'une personne qui aurait fait du harcèlement sexuel à quelqu'un sans faire exprès? Je dis ça pour ce que vous avez dit tantôt. Oui, parfait. Oui, en fait, par exemple, du harcèlement sexuel, bien, je ne veux pas être grossière dans mon exemple, mais ça peut être, par exemple, une personne qui a vraiment parle continuellement avec une façon grossière de parler, là, qui traite, par exemple, ses serveuses toutes de ma petite pute, ma petite ci, ma petite ça, qui a comme un des commentaires carrément qui portent toujours atteinte à la dignité de la femme, mais tu sais, un peu de façon niaiseuse, là, sans vraiment s'en rendre compte, puis lui, c'est comme ça qu'il parle, puis il est fait de même, puis on va pas le changer. Ça peut être considéré effectivement comme du harcèlement sexuel et ça a déjà été reconnu à la Commission des droits de la personne comme étant du harcèlement sexuel. OK?
Donc, un cas comme ça. Et la personne ne se rendait pas vraiment compte que ce qu'elle faisait, c'était du harcèlement, là, mais ça n'en était. Et ça portait atteinte. Puis, justement, les collègues de travail qui se faisaient appeler de pute continuellement, puis ma titi ça, puis hey, toi, t'as des belles fesses, puis des affaires de même. Ben, au fil du temps, ça devient fatigant. OK? Donc, si on a un groupe privé sur les réseaux sociaux et qu'on demande si des personnes ont eu un problème avec une dite personne, est-ce que ça pourrait être considéré comme une atteinte à la réputation? Oui. Faites attention à ça. Je comprends 100% pourquoi vous faites ça. Je comprends les groupes de soutien. Je les soutiens de tout mon cœur. Je comprends pourquoi on veut récolter des témoignages. Je comprends pourquoi on veut savoir quand une personne est problématique. OK? Là-dessus, là, sachez, là, Virginie, femme qui travaille dans le milieu pour l'avancée puis le changement de la culture du viol, comprend. Mais Virginie, avocate juridique, vous dit, il y a des risques quand même. Si on commence à identifier une personne et à demander de récolter tous les témoignages, oui, il y a des risques d'atteinte à la réputation. Évidemment, il faut qu'on ait atteint la réputation de la personne, comme je le mentionnais, mais il peut y avoir des risques. À ce moment-là, encore une fois, je reviens, mais c'est important d'aller consulter un conseiller juridique. À la partie, c'est gratuit. Là. Vous pouvez venir, puis on va vous aider, puis on va vous assister là-dedans. Là. Une autre question, est-ce que publier des initiales est suffisant comme identification d'un agresseur dans le contexte d'éviter une poursuite en diffamation? C'est une bonne question. Tout doit être une question de preuve. Par exemple, si vous ne publiez pas le nom, mais que la personne est identifiable, tu sais, je dis par exemple un cas comme ça, voici telle personne est députée à l'Assemblée nationale, a fait telle chose entre telle date et telle date. Des fois, la personne va être identifiable. OK? Donc, ça va dépendre un peu des situations. Mais si c'est juste les initiales et que la personne n'est pas identifiable à ce moment-là, c'est sûr que ça peut être plus correct. Là. Ça va dépendre des situations. C'est pour ça que je vous dis en diffamation, la réponse n'est pas toujours noire ou blanche. Là. Souvent, il y a des zones grises par rapport à ça. Et moi, ce que je conseille, en fait, c'est plutôt si vous avez des groupes de soutien, des groupes Facebook, invitez les gens, en fait, sans nommer de personne, mais dites juste donner de l'information générale en expliquant si vous avez été victime d'harcèlement, si vous avez vécu de la violence, contactez la partie ou contactez telle chose en privé ou essayez de plutôt d'y aller de façon globale plutôt que de viser une personne, OK? Parce que ça peut quand même vous nuire, vous exposer. Je vous dis pas que nécessairement ça va valoir une poursuite, mais il faut être clair puis il faut penser que si une personne est identifiable, elle peut quand même vous poursuivre puis il faut se défendre. Il faut avoir les sous pour se défendre. Ça coûte cher se défendre. OK? Donc, c'est pour ça que c'est mieux de prévenir que guérir. Mais vous pouvez des fois, sinon, si vous avez vraiment dans un groupe de soutien privé le besoin de partager une situation sans identifier l'agresseur, parce que vous avez besoin de soutien psychologique, bien, d'un, il existe des ressources en soutien psychologique, mais de deux, votre risque va être vraiment moindre que si vous indiquez l'agresseur. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. OK? Virginie, Oui? Virginie Christine, j'ai une Oui? question en Oui? lien avec ça. Si dans les conversations dans un groupe privé, les personnes se rendent compte qu'ils ont été victimes d'une même personne, qu'est-ce qu'on conseille comme démarche? Et si on est en présence, par exemple, d'un agresseur répétitif et qu'il y a un lien commun, que conseilles-tu dans ces cas-là? Bien, je vais être un peu redondante. Moi, ce que je conseille, c'est que chaque personne vienne nous voir individuellement à l'aparté. On va faire du cas par cas pour voir c'est quoi les recours. Ce qui arrive, OK, c'est que des fois, il y a des gens, il y a vraiment par exemple, une vingtaine de personnes qui ont été victimes d'un même agresseur, puis ils se rendent compte de ça. Mais selon chaque personne, chaque situation, les recours sont différents en fonction de la date, de ce qui s'est passé, des propos. Et moi, ce que je dis, c'est que dans le fond, s'il y a matière à porter plainte, là, il faut juste une personne qui veut porter plainte à la police. On n'est pas obligé d'en avoir 14 personnes qui vont porter plainte à la police. OK? Donc, à ce moment-là, c'est vrai et c'est vraiment, vraiment important. Puis là, je vais revenir à la diffamation parce que je n'ai pas terminé, mais c'est vraiment important de penser à la contamination des témoignages et au risque de nuire à un dossier de plainte
s'il y en a un plus tard, OK? Il faut faire attention. Si vous vous rendez compte que vous avez été victime du même agresseur, puis qu'il y en a qui veulent porter plainte, ne partagez pas vos faits entre vous parce que ça va vous nuire et il risque de se produire la même chose qui s'est produit avec le dossier Roson. OK? Donc, faites attention à ça. Parce que nous, à l'aparté, là, on est là pour aider, puis il n'y a rien qui nous brise plus le cœur que de voir qu'il y avait un dossier de plainte, puis que pour une technicalité ou quelque chose comme ça, finalement, il n'y a pas eu de plainte, ça n'a pas eu lieu. OK? Donc, il n'y a pas eu d'accusation, par exemple. Fait que faites attention parce que cet autre risque-là, la contamination des témoignages existe. Si on se dit, c'est quoi la contamination du témoignage, en fait? Si on se parle entre nous de nos faits, il y a deux choses qui arrivent. D'abord, si je sors dans les publics, toutes les déclarations que je dis publiquement ou avec des personnes peuvent être prises contre moi. OK? Je vous donne un exemple. Vous êtes là, vous en parlez sur Facebook, vous écrivez un statut, là, vous en parlez avec une dizaine d'autres personnes qui arrivent. Là, finalement, tout le monde vous dit, ben là, tu sais, je vais donner un nom, mettons, je vais l'appeler Gisèle. Là. Gisèle, tu devrais porter plainte à la police. Puis là, vous dites, OK, moi, je vais avoir porter plainte à la police. Je m'en vais porter plainte à la police. C'est beau, les accusations sont acceptées. Vous avez un dossier, tout ça. On arrive, puis là, l'avocat de la défense vous dit, à qui est-ce que vous en avez parlé? Là, on sort toutes les déclarations, tout le monde à qui vous en avez parlé, puis l'avocat décide de poser des questions à toutes ces personnes-là. Ce qui risque d'arriver, c'est que fort probablement, il va y avoir des divergences entre vos versions, ce qui est complètement normal. Ça ne veut pas dire que vous mentez, là, OK? Ça veut juste dire que si vous avez dit quelque chose il y a 2 ans, ça se peut que des fois, il y a des petites technicalités qui changent, là. Mais ça va nuire au dossier finalement de plainte. OK? L'autre aspect aussi, c'est qu'on remarque chez certains agresseurs qu'ils utilisent la même façon d'agresser. C'est toujours de la même façon. Ils communiquent par texto. Après ça, ils invitent la personne. Ils parlent des mêmes sujets. On voit là qu'il y a des similitudes entre les dossiers. OK? Ça, là, si les victimes ne se parlent pas entre elles, elles ne contaminent pas leur témoignage. Puis la couronne peut venir faire ce qu'on appelle une preuve de fait similaire. Donc, elle peut venir dire, cette personne-là, là, elle reprend. C'est comme un peu comme ce qu'on voit dans les émissions, là, les meurtriers en série. Là. C'est pas ça exactement, là, mais juste pour vous donner un exemple, c'est toujours les mêmes patterns. Donc, elle peut venir faire une preuve de fait similaire. Ce que si il y a eu de la contamination des témoignages, elle ne pourra pas faire. OK? Donc, là aussi, ça va nuire au dossier en cas de poursuite criminelle. Évidemment, si vous décidez de ne pas poursuivre vos criminels, bien là, de ne pas porter plainte, à ce moment-là, ce risque-là n'existe pas. Là. Mais il faut savoir que, advenant le cas où les choses changent, ce risque-là va être présent. OK? Donc, je vais juste revenir à la poursuite en diffamation. Donc, je le disais, ça nécessite des dommages. Ça nécessite aussi, en fait, que la divulgation des propos ou de l'écrit ait été faite de façon fautive. Ce que ça veut dire, en fait, il y a 3 cas, OK? Et la mauvaise foi n'est pas le seul cas. Et même si vos propos sont vrais et véridiques, ils peuvent porter atteinte à la réputation et ça peut vous nuire aussi. Ça peut être, vous pouvez vous faire poursuivre même quand la situation est vraie. OK? Donc, les 2 cas, en fait, qu'on a identifiés, d'abord, c'est la personne de mauvaise foi a cherché à nuire, à humilier ou à exposer l'autre personne à la haine. Ça, il y a 2 cas. Soit la première personne savait que les propos étaient faux et les utilise pour nuire à l'autre personne. Ou dans le deuxième cas, elle ne savait pas qu'ils étaient faux, mais elle devait s'en douter. Donc, elle a été négligente dans la vérification ou téméraire et elle a décidé de porter ces propos-là finalement dans l'intention de nuire. Mais le dernier cas, qui est plus difficile, et c'est pour ça que je vous dis que souvent les zones grises, c'est que la personne n'avait pas d'intention de nuire, mais par sa négligence ou sa témérité, a porté à la réputation de l'autre personne, a porté atteinte, pardon, à la réputation. Et ce, même si les propos étaient vrais. OK? Donc, c'est pour ça là, qu'il faut garder en tête que même si c'est vrai, il y a quand même un risque de porter atteinte à la réputation. Je vais répondre il y a eu 2 questions.
La première question, travaillant dans plusieurs pays, est-ce que les lois s'appliquent pour les agresseurs à l'international? Non, il n'y a pas de portée extraterritoriale. Donc, c'est vraiment, si par exemple, les gestes ont été commis au Québec, c'est au Québec qu'il faut porter plainte. Si les gestes ont été commis, par exemple, en France, il faut les porter plainte en France, OK? Fait que ça rend ça un peu compliqué, effectivement, là, parce que les lois sont pas uniformes, là. Mais c'est pas, il n'y a pas de portée extraterritoriale. Excuse-moi, Virginie, si on Oui, est en tournée, ça se passe à l'étranger, mais c'est avec quelqu'un, mettons, d'ici. normalement, ça va être à l'étranger. Il n'y a pas de portée Ah oui, même si extraterritoriale. c'est quelqu'un qui réside au Québec. Oui, c'est ça. Oui, OK. absolument. Au niveau criminel. Par contre, si on a un accident de travail, par exemple, là, que je veux dire, j'ai eu une agression sexuelle puis j'ai développé un accident de travail, dans certains cas, même si ça a été extraterritorial, ça peut être reconnu comme un accident de travail au Québec. Je sais que je sors un peu de la plainte d'agression sexuelle, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a on peut quand même, au Québec, dans certains cas, quand c'est une entreprise qui a un siège au Québec, on pourrait, dans certains cas, faire reconnaître la réclamation au Québec. Mais pas pour le volet criminel, par exemple, malheureusement. Parce qu'on sait qu'en cirque, la tournée, bon, avant la COVID, on était à 90% du travail à l'étranger dans les équipes closes, parfois du Québec. Alors, Oui. donc, Donc, ce non, que je comprends, c'est que s'il arrive quelque chose, il faut porter plainte dans le pays où ça s'est produit. oui, exactement, c'est ça. Mais n'hésitez pas quand même à nous appeler, puis nous, on va voir comment on peut vous aider. Évidemment, nous, on s'occupe, moi, je suis spécialiste en droit, là, je veux dire, ben, je suis pas spécialiste, mais je suis avocate en droit du Québec, là. Je connais pas les autres lois et je n'ai pas le droit non plus de donner des conseils juridiques sur d'autres lois à l'extérieur du Québec. Par contre, je vais quand même essayer de voir ce qu'on peut faire advenant le cas où il y aurait une situation, par exemple, s'il y a des faits qui ont été faits au Québec et d'autres faits qui auraient été faits à l'extérieur, tu sais, peut-être qu'il y a moyen de moyenner là, selon les cas. Des fois, on essaie d'étirer un peu l'élastique, là, dépendamment des faits. Fait qu'hésitez pas à venir quand même me voir si vous avez une situation à l'extérieur du Québec. Je vais voir ce qu'on peut faire quand même, là. OK. J'ai une autre question. De quelle manière l'avocat opposé peut-il prouver la contamination de témoignages si la contamination s'est passée en privé? Bien évidemment, il va poser la question. Il va vous poser la question. Tu sais, il va vous dire, puis vous, vous êtes sous serment, fait qu'il faut dire la vérité. Il va vous la poser la question à qui vous en avez parlé. Fait que c'est comme ça que ça va se faire. Évidemment, s'il ne sait pas et qu'il ne vous pose pas la question, ben là, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème de contamination. Mais n'oubliez pas non plus que la couronne va probablement vous poser la question aussi quand elle va préparer le dossier. Puis c'est possible que si elle se réalise que vous en avez parlé à plusieurs personnes, parce qu'il faut quand même, c'est important de dire la vérité pour que la couronne montre comme il faut le dossier aussi, là. À ce moment-là, si elle se réalise que vous en avez parlé à plusieurs, ben c'est ça, ça va compliquer puis ça se peut qu'elle refuse de déposer des accusations. OK? Si une autre question. Si une personne est déjà sous enquête par la police pour des agressions, est-ce que partager l'information peut être perçu comme de la diffamation? Ou peut-on au contraire partager l'information pour empêcher d'autres agressions? C'est une bonne question. Dans tous les cas, ça peut quand même être considéré comme une atteinte à la réputation s'il y a déjà une enquête et si vous partagez les faits. Ceci étant dit, ça m'amène à vous parler de la prochaine diapositive qui concerne les moyens de défense à soulever. Donc, d'abord, je parle du droit à la réputation et balancé par la liberté d'expression qui est aussi garantie par la Charte. Fait que ça aussi, vous pouvez dire j'ai le droit à ma liberté d'expression. Et aussi, si les propos sont divulgués dans l'intérêt public, et donc on va avoir un motif. Et à ce moment-là, on peut se défendre effectivement. Alors, votre risque, si vous en parlez, alors qu'il y a eu des plaintes à la police, puis qu'il y a un dossier et que c'est en cours, ou mieux encore que la personne a été reconnue coupable, mais à ce moment-là, votre risque est extrêmement moindre de vous faire poursuivre en atteinte à la réputation. Donc, vous voyez, je parle toujours de risque dans le spectre du risque. On a le risque qui s'approche du risque zéro, puis le risque qui s'approche du 100, dans le fond. Donc, votre risque va être vraiment moindre dans les cas où il y a eu des accusations, par exemple, qui auraient été déposées, parce que c'est des faits. Vous pouvez dire
vous pouvez dire les faits qu'ils ont eu, là, dans le fond. Là. Il y a un dossier criminel, il y a eu des accusations qui ont été déposées. Le risque zéro n'existe pas, mais à ce moment-là, c'est vraiment moindre et on va pouvoir dire que c'est dans l'intérêt public. OK? Par contre, n'oubliez pas de faire attention de ne pas nuire à votre dossier à cause de l'autre risque qui est la contamination des témoignages. Faites attention à ça quand même. Quelqu'un me pose une question. If you are working for a Quebec company on tour, si on me demande si il y a une plainte de quelqu'un dans la compagnie du Québec, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Peut-être la personne qui m'a dit... Mais peut-être, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer tantôt. Tu travailles pour une compagnie, tu es en tournée à Ouais. l'extérieur du pays, mais cette personne-là réside et travaille pour cette compagnie québécoise. Ouais. L'agression a eu lieu. Comment Oui. tu gères ça? Bien, si les faits reprochés ont eu lieu à l'extérieur du Québec, il faut porter plainte à l'extérieur, dans le pays où ça a eu lieu. Il n'y a pas de portée extraterritoriale. C'est ça qui est comme plate. Ça veut pas dire, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas, je pense à ça, je vous parlais de la réclamation de CSST, là, des fois qui peut s'appliquer. Dans certains cas, là, ça c'est pas dans tous les cas. Puis sinon, même une poursuite civile, il faut que les faits se soient passés normalement au Québec. Là. Donc, il n'y a pas de portée extraterritoriale. On me pose la question, est-ce que votre service est rapide pour appeler la personne, car souvent on est dans un pays seulement 3-4 jours. En fait, normalement, nos services, c'est dans les 24 heures qu'on retourne les appels. Là, je vous admets, en toute humilité, avec la vague de dénonciation en ce moment, depuis les 2 dernières semaines, on fait notre gros possible, mais je n'ai pas été capable de retourner les appels dans les 24 heures. J'ai trop eu d'appels. Par contre, normalement, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et on est allé chercher des ressources un peu externes. Pas externes, mais en fait, on est allé chercher des gens de chez Juripop pour nous aider parce qu'actuellement, pour faire face au volume important de dossiers qu'on reçoit, d'appels qu'on reçoit, de demandes de toutes sortes, pour être capable de rétablir les délais à 24 heures le plus rapidement possible ou à tout le moins, simplement dire à la personne, on a reçu votre demande, est-ce que vous avez du temps telle journée pour vous parler, pour essayer d'être le plus rapidement possible. Si vous êtes à l'extérieur du pays, par exemple, vous m'appelez, vous me dites, ben là, moi, samedi, je pars une semaine. Au pire, on peut essayer de s'organiser en fonction du décalage horaire et tout ça, puis peut-être de se parler justement, via une plateforme là, Internet pour pas que ça coûte des sous, tout ça. Là. On peut aussi s'organiser comme ça, là, comme tel. J'ai une autre question. Je vais continuer je vais après continuer, par exemple, je vais faire l'autre question, puis je vais continuer la présentation parce que sinon, on finira pas. Mais la question, en fait, on me demande comment faire si j'ai été témoin de violences psychologiques à plusieurs victimes par le même agresseur et que personne ne porte plainte. Ça, c'est une bonne question. J'ai peur que cette personne continue de mettre des gens en détresse psychologique. Vous avez raison, puis vous avez une belle sensibilité de poser cette question-là. Comment faire? Cette personne a une énorme notoriété dans le domaine artistique. Je crois que c'est une des raisons pourquoi les victimes gardent le silence. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Qu'est-ce qui arrive si une fois ma plainte posée, ces personnes décident de garder le silence? Bon, écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, d'abord, c'est d'inviter les personnes à venir nous voir parce qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et je vais, dans le fil de la présentation aujourd'hui, je vais parler des solutions juridiques et non juridiques. Il n'y a pas juste des solutions juridiques qui existent. OK? Des fois, les gens ne veulent pas entamer, surtout en matière de violence psychologique ou de harcèlement psychologique, les gens ne veulent pas toujours faire une plainte formelle aux normes du travail, par exemple, ou dépendamment de la relation là, employeur-employé. Mais ce qu'on peut faire, par contre, on peut des fois faire autre chose, là, indépendamment de l'organisme. On peut aider, aller dans des solutions alternatives. Fait que moi, je vous invite à dire à ces personnes-là à communiquer avec nous. Aussi, malheureusement, le droit est fait qu'on doit regarder les situations individuellement. Mis à part le recours collectif qui existe, comme là en ce moment, on est en attente de la Cour suprême dans le dossier Roson, mais mis à part le recours collectif, la plupart, tous les recours qui existent, c'est des recours individuels. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix de regarder la situation à chaque personne, tu sais.
Alors, évidemment, quand vous voyez qu'il y a une personne qui est dommageable, dépendamment de la relation aussi, si c'est par exemple, vous êtes employé ou travailleur autonome, ça peut changer aussi, là. Mais à ce moment-là, il y a possibilité de faire certaines actions. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un employé, ben, mettons un travailleur autonome, vous travaillez dans un organisme qui a un conseil d'administration, il y a possiblement une façon d'aborder avec le conseil d'administration ou de porter plainte en disant cette personne-là est problématique. Et le conseil d'administration va devoir agir. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de la situation. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à les référer à la partie à ce moment-là pour qu'on voit qu'est-ce qui est possible de faire ou de nous appeler vous-même. Appelez-moi. Moi, je vais voir qu'est-ce que vous pouvez faire en fonction de cet agresseur-là. C'est quoi son contrat? C'est quoi, où il travaille? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc, appelez-nous à la partie. Une autre question, comment discerner lorsqu'on parle d'une agression sexuelle ou non? Y a-t-il des lignes directrices pour définir une agression? Bien, en fait, c'est vraiment la définition que je vous ai dit, c'est vraiment celle que je vous ai dit, en fait. C'est qu'il est important d'avoir des attouchements, un contact physique et qu'il n'y avait pas le consentement de la personne. Donc, quand on est dans cette situation-là, on est en matière d'agression sexuelle. OK? C'est vraiment ça. Si vous n'êtes pas sûr, souvent, quand une personne n'est pas sûre qu'elle a vécu une agression sexuelle, c'est parce qu'elle a vécu une agression sexuelle. Souvent parce qu'on essaie de justifier, mais souvent, c'est parce qu'on a... Si vous n'êtes pas sûr, c'est parce que le consentement n'était pas valide, là, normalement. Mais ça dépend des cas. Fait que je vous invite vraiment à discuter dans le fond, ou encore une fois à m'appeler pour que je vois avec vous s'il y a eu une agression sexuelle. Mais du moment qu'une personne commet des gestes ou se soumet à des gestes, des attouchements, c'est pas obligé d'être une pénétration, là, des attouchements, se soumet à des gestes sans son consentement, ça devient une agression sexuelle. Évidemment, on va parler, il faut qu'il y ait une intention sexuelle là, en arrière là, du geste en question, mais l'intention sexuelle, c'est pas obligé de toucher aux parties. Tu sais, ça peut être une personne qui va commettre une agression sexuelle, qui fait du fétichisme, par exemple, et qui a une fixation ses pieds ou ses orteils. Ça pourrait aussi constituer une agression sexuelle. Là. OK? Là, il y a beaucoup de questions qui rentrent. Je vais faire les deux autres dernières questions, les personnes qui ont mis les questions, puis je vais continuer la présentation. Donc, on me demande, est-ce qu'on peut être poursuivi en diffamation au Québec si on parle d'une agression à un employeur européen sur un contrat en Europe? Je vous dirais de m'appeler, pour que je vous réponde, pour voir vraiment la situation, parce que là, en ce moment, ce que vous me demandez, c'est un petit peu compliqué, puis ça va dépendre de la situation. Bien oui, on pourrait être poursuivi en diffamation au Québec si on a porté atteinte à la personne. C'est sûr que si la personne, tout son réseau est en Europe, à ce moment-là, potentiellement qu'on va être extraterritorial, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout ça, la tête à la réputation, là, ça peut se faire au Québec aussi, là, même d'une situation qui a été en Europe. OK? Comment différencier une avance d'une agression? Bon, bien, tout d'abord, c'est une bonne question. Est-ce qu'il demander, dans le fond, à la personne? Souvent, on me pose la question, mais là, comment je fais pour faire une avance si je ne veux pas agresser sexuellement? Bien, la première chose, c'est de demander le consentement là, à la personne. Là. Donc, si vous avez fait vous demandez, il faut le faire de façon respectueuse, c'est-à-dire que vous pouvez faire une avance à quelqu'un sans l'agresser nécessairement, mais évidemment, si la personne, elle vous dit lâche-moi, ben il faut arrêter. Là, je veux dire, c'est important là, d'abord de prévenir puis de demander avant de faire des attouchements ou avant de faire... C'est sûr qu'on est tout le temps dans des nuances, dans des zones grises. Et surtout aussi, un point qui est important, c'est que par exemple, si vous avez commencé à faire une activité sexuelle avec quelqu'un, puis que la personne décide qu'elle ne veut plus, elle vous dit non, non, je veux plus, je suis tannée, c'est important d'arrêter là et de ne pas faire de l'aveuglement volontaire sur son nom parce que ça a déjà été reconnu dans la jurisprudence comme étant une agression sexuelle. Il faut vraiment là,
s'assurer, si la personne change d'idée après, il faut vraiment s'assurer que c'est vraiment un vrai changement d'idée, là, qu'elle consent pour vrai. OK? Donc, c'est important là, de le savoir. Il y a il y a un point important aussi dans l'agression sexuelle, c'est qu'il faut quand même, il y a l'agresseur ou la personne qui est visée par la plainte, en fait, peut soulever le fait qu'elle n'avait pas la connaissance de l'absence de consentement. Ça aussi, elle peut le soulever et ça va être un moyen de défense normalement qui va être accepté. Mais évidemment, il ne faut pas que ça soit de l'aveuglement volontaire. Comme je vous disais tout à l'heure dans mon exemple, si j'ai une personne qui pleure pendant l'activité sexuelle puis qui n'a vraiment pas l'air de filer ou qui est en petite boule puis qui n'est pas bien, le partenaire devrait réaliser que c'est un non. Là, je veux dire. Donc, ça aussi, c'est important de le voir. OK? Fait que je vais continuer la présentation. Merci pour vos questions. J'espère que je réponds bien à toutes les questions. Surtout que je ne vois pas vos visages. Là. Donc, j'espère que je réponds bien à vos questions. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi après la présentation aussi. Dans la fin de la présentation, il y a nos coordonnées à la partie. Donc, donc, juste pour finir sur l'aspect de l'atteinte à la réputation, demandez-vous la question avant de dénoncer publiquement, est-ce que je peux faire face à une poursuite? C'est surtout ça. Est-ce que je peux faire face? Est-ce que je suis assez solide financièrement, psychologiquement pour être capable de faire face à une poursuite s'il y en a une? OK? Parce que moi, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas dénoncer, de dénoncer ou de quoi, de porter plainte, de ne pas porter plainte. Là. Moi, je ne suis pas là pour faire ça. Je suis là pour accompagner puis donner du conseil juridique et vous encadrer puis vous aider là-dedans, mais je ne prends pas la décision à votre place. Puis j'ai un grand respect pour, chez Juripop, on respecte grandement l'autonomisation de la personne et de ce qu'elle veut, en fait, pour elle-même et selon ses besoins. OK? La contamination du témoignage, j'en ai parlé. Donc, des recours juridiques possibles, en fait, je vais y aller rapidement parce que, évidemment, ça dépend, chaque cas est un cas d'espèce, mais si jamais, ça dépend ce que vous voulez, en fait. Parce que, comme je le mentionnais, si votre point, c'est de punir l'agresseur ou d'éviter qu'il commette d'autres infractions, à ce moment-là, la dénonciation à la police peut être une avenue importante. Cependant, il y a d'autres recours aussi. Par exemple, si vous dites, moi, je ne veux pas déporter plainte à la police, mais je suis vraiment affectée, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai développé un problème de santé mentale suite à l'agression, à ce moment-là, on peut aller chercher une indemnisation selon la situation. Donc, ça peut être à la CNESST, on peut porter plainte aux normes du travail dans les cas d'harcèlement psychologique ou d'harcèlement sexuel, ou on peut aussi déposer un recours, en fait, une réclamation à la division de la santé et de la sécurité au travail. Ça va être dans les cas où vous étiez un travailleur salarié. OK? Si on est un travailleur autonome, normalement, on n'aura pas, à part certaines exceptions, on n'aura pas accès à déposer un recours aux normes du travail ou à la santé et sécurité au travail, OK, pour avoir une réclamation. Alors, à ce moment-là, ce qui va être opportun de faire, si on est dans un cas d'agression sexuelle, il y a la possibilité de faire une réclamation à l'IVAC, qu'on appelle, qui est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, et ça, vous n'êtes pas obligé de porter plainte à la police pour avoir droit à ça. Et dans le fond, ce que c'est que c'est un régime où on va vous payer du salaire, du soutien psychologique, on va payer potentiellement aussi, si vous vivez avec des séquelles, ensuite, on va vous payer une somme d'argent pour couvrir les séquelles, etc. Donc, c'est un peu, c'est comme une police d'assurance, dans le fond, un peu comme la CSST, mais pour les victimes d'actes criminels. Cependant, c'est seulement pour les victimes d'actes criminels, dans certains actes criminels. En fait, on va parler de l'agression sexuelle, entre autres, mais ça ne couvre malheureusement pas les cas de harcèlement criminel. OK? Ensuite, tout ce qui est harcèlement sexuel ou harcèlement de nature discriminatoire, vous avez aussi la possibilité de faire une plainte à la Commission des droits de la personne. Puis ça, c'est intéressant sur plusieurs aspects parce que, en fait, ça ne vous coûte rien de faire ça et il va y avoir une enquête. Et si vous avez, suite à l'enquête, en fait, il va y avoir un avocat qui va vous être donné à la Commission québécoise des droits de la personne. Alors, vous n'avez pas de frais reliés à ça. Ceci étant dit, les plaintes ne se font pas de façon anonyme. Fait que gardez en tête que si vous portez plainte à la Commission des droits de la personne, l'autre personne va le savoir.
Puis pour porter plainte à la commission des droits de la personne, c'est pas obligé d'être arrivé dans le milieu de travail, c'est pas ça peut être votre voisin ou qui vous a harcelé sexuellement, ça peut être n'importe quelle situation de harcèlement sexuel, en fait, va tomber dans la commission des droits de la personne. On a la québécoise et fédérale. Si, par exemple, c'est quelqu'un de la poste, ça au pire, là, si vous n'êtes pas sûr, venez me voir, là. Puis je vais vous dire où porter plainte. OK? Ensuite, il existe aussi la possibilité de faire des recours civils. Par exemple, actuellement, il y a un recours collectif contre Ozon pour avoir fait des agressions sexuelles, mais il y a aussi des possibilités de faire des recours civils et on pense souvent, en fait, à aller avec des avocats, tout ça, mais il y a les petites créances. On peut aussi déposer un recours puis aller chercher jusqu'à 15 000 aux petites créances. Et ça, là-dessus, on peut vous aider aussi à l'aparté. OK? La question, c'est une bonne question que j'ai. Est-ce qu'on peut porter plainte à la Commission des droits de la personne pour quelque chose qui s'est passé à l'international? Normalement, ça va être, encore une fois, ça n'a pas de portée extraterritoriale. Ceci étant dit, je vous admets que je ne suis pas certaine à 100% de ça. Il faudrait que je fasse des vérifications là-dessus. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer un courriel à l'aparté, aparté@commercialjurypa.org. Puis, je vais, la personne qui posait la question, puis je vais faire des vérifications. De mémoire, je pense que s'il n'y a pas de portée extraterritoriale, mais comme on est en matière de droits humains, droits et libertés, peut-être que je manque quelque chose. Fait que envoyez-moi un courriel pour que je puisse vous répondre là-dessus. Je vais faire des vérifications juste pour être sûre à ce niveau-là. Ensuite, des alternatives au recours judiciaire. En fait, il y a possibilité, dans certains cas, de communiquer avec l'employeur pour discuter de la problématique. On peut faire aussi des mesures d'accommodement raisonnables. Il faut savoir qu'actuellement, les organisations, les entreprises, tout ça, ne veulent pas avoir, veulent pas que ça sorte dans les médias ou qu'il y ait des plaintes puis qu'ils se font dire qu'ils n'ont rien fait. Fait que tout le monde essaie d'avoir patte blanche, pardon, dans la gestion des plaintes en harcèlement psychologique, harcèlement sexuel et tout. Donc, c'est le genre d'affaires qu'on peut faire. On peut des fois envoyer, dépendamment de ce que la personne veut, on peut faire des médiations aussi. Moi, ça m'est arrivé d'une personne qui avait déposé une plainte auprès du conseil d'administration en harcèlement sexuel. On a fait une médiation avec l'agresseur. Elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir des excuses. Elle voulait pas d'argent. Elle voulait pas déposer plainte dans la commission des droits de la personne. Elle voulait que le comportement soit corrigé et elle voulait que recevoir des excuses et qu'on mette en place des politiques, en fait, pour protéger les autres personnes. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, on n'a jamais porté plainte, on n'est jamais allé devant la police. Mais au final, la personne a eu ce qu'elle voulait. C'est ça qui est important. Hein? On est là pour ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le système de justice réparatrice. Donc, ça veut dire que s'il existe en fait des façons de rencontrer des agresseurs, et ça, on peut y aller par la CAVAC, de rencontrer des agresseurs pour en fait expliquer, faire une espèce de système c'est pas de la médiation, là, mais c'est un système où on rencontre un agresseur qui aurait fait un crime similaire à celui qu'on a vécu, mais c'est pas notre agresseur. Et on peut à ce moment-là se vider le cœur, dire le mal que ça nous a fait. Et aussi, tout le monde est là sur une base volontaire. Et l'agresseur, souvent, c'est quelqu'un qui est en prison, en fait, qui a été reconnu coupable d'un geste, d'un acte criminel. Et lui, en fait, c'est l'idée d'essayer de prendre conscience, de faire prendre conscience au mal que la personne pourrait avoir fait. Et dans certains cas, ça a été extrêmement réparateur chez les victimes ou les personnes survivantes. OK? Donc, c'est à ne pas négliger. Évidemment, ça prend beaucoup de courage puis une force psychologique aussi parce que c'est vraiment pas évident. Mais dans certains cas, les personnes que j'ai accompagnées qui ont passé par la voie du système de justice réparatrice ont trouvé que de toutes les options qui existaient, ça avait été l'option qui avait été le plus, qui les avait aidés à le plus se réparer intérieurement. Ensuite, il existe également l'intervention psychosociale. Il y a des ressources que vous avez. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, des ressources qui existent aussi, qui sont là et pour lesquelles vous pouvez avoir accès sans porter plainte encore une fois. Mais c'est important d'y penser parce que, par expérience,
porter plainte, aller dans le système ou faire, que ce soit plainte, je veux dire, aux normes du travail ou en criminel ou recours civil, c'est quand même assez drainant et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est essentiel, je trouve, d'avoir un soutien psychologique ou un soutien, en fait, dans le courant du parcours, tout simplement pour être à l'aise avec ça. Donc, il existe des ressources qui sont excellentes, des ressources qui existent depuis des années. N'hésitez pas, là, moi, je peux vous en donner, évidemment, puis j'ai une diapo là-dessus un petit peu plus loin. Donc, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Dans le milieu, il y a plein d'artistes qui travaillent et s'entraînent à partir d'un très jeune âge. Oui, si on entend parler de possible agression sexuelle, attouchement d'un adulte à un mineur, moins de 18 ans au Québec, dans un lieu de travail, est-ce que notre première responsabilité est de le rapporter à la police en premier si la personne est encore mineure? Ah, là, si ça touche des mineurs, là, où il faut le signaler le plus rapidement possible. Effectivement, c'est un très bon point que vous apportez parce que les mineurs sont vulnérables et on a des mécanismes de protection contre les agressions sexuelles aux mineurs. Fait que oui, si il y a des mécanismes de signalement à la police, mais oui, effectivement, faut le dire le plus rapidement possible. On me demande, est-ce que nous aurons une copie du PowerPoint? En ce moment, c'est enregistré. Oui, j'ai pas de problème là, à vous envoyer une copie du PowerPoint si vous en voulez, en fait. Donc, comme je le Je mentionnais, peux me permettre, Virginie, si vous êtes d'accord, on pourrait le mettre sur notre site web. Est-ce que c'est quelque chose comme ça, les gens pourraient en avoir accès? oui, tout à fait, absolument. Parfait. Merci. J'espère à date que je réponds bien à vos besoins, là, puis aux questions qui peuvent sortir. J'ai presque terminé la présentation. Et ensuite, on passera à une période de questions. Ça peut être à l'écrit ou, si vous voulez, oralement aussi. Des organismes qui offrent du soutien psychologique, il y en a plusieurs. Je vous en nomme 3 importants. Les CAVAC, qui sont les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, que vous pouvez avoir du soutien psychologique et vraiment rencontrer une intervenante. Même, il y a des cas là, où vous pouvez avoir un suivi, une thérapie à chaque semaine. Il faut avoir été victime d'un acte criminel, mais il n'est absolument pas nécessaire d'avoir porté plainte à la police. Ensuite, un organisme qui est excellent aussi, qui s'appelle le GAIST, le groupe d'aide et d'information en harcèlement sexuel au travail, qui ont des intervenants aussi psychosociaux. Ils travaillent, ils font un super de beau travail, ils accompagnent les gens et ils peuvent faire du soutien, de l'écoute active aussi. Ils ont des cafés rencontres aussi. C'est un organisme, là, on est chanceux au Québec d'avoir cet organisme-là parce que je peux vous dire que c'est pas partout qu'on retrouve ça. Ensuite, on a les regroupements québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les RQCALAC. C'est un organisme féministe qui dessert que les femmes. Puis finalement, il y a beaucoup d'autres organismes dans chaque région administrative du Québec. Donc, si vous avez un problème, que vous aimeriez avoir accès à un organisme du soutien, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Moi, je peux regarder dans votre région ou dans votre situation à vous s'il y a un organisme qui pourrait vous aider. Par exemple, je donne un exemple comme ça, mais en Abitibi, il y a le point d'appui qui peut être là pour aider. Dans Chaudière-Appalaches, il y en a d'autres, des RQCALAC, donc ça dépend un peu où vous êtes. Sur la rive sud de Montréal, il y en a aussi, ou sur la rive nord aussi, il y en a. Et ensuite, donc, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à l'aparté? Donc, je pense que j'en ai parlé beaucoup au fur et à mesure de la présentation. Ce qu'on fait, en fait, c'est des consultations juridiques. Donc, quand vous venez à l'aparté, vous avez accès directement à un avocat. On va vraiment vous accompagner, vous soutenir, vous donner du conseil en fonction de ce que vous avez de besoin. Je vous donne un exemple. Si une personne vient et me dit, j'ai vécu une situation de harcèlement, j'ai plein de courriels, je ne sais pas si c'est du harcèlement ou pas, bien là, moi, ce que je fais, c'est que je dis, envoyez-moi vos courriels, envoyez-moi vos communications. Moi, je vais les lire, je vais regarder ce que vous me dites, puis je vais pouvoir vous dire est-ce que oui ou non c'est du harcèlement psychologique. En fonction de ce que vous me dites, évidemment, je n'ai pas un pouvoir d'enquête, mais en fonction des documents que vous m'envoyez, tout ça, je vais vous guider là-dedans, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Également, la préparation de demandes d'indemnisation, par exemple, je vous ai parlé de l'IVAC, je vous ai parlé de la CNESST. La SAC, ça s'applique moins, là, c'est dans les cas d'accident d'automobile. Mais si jamais vous voyez puis vous dites, moi, j'ai besoin de soutien, j'aimerais ça faire une réclamation, j'ai perdu du salaire, mais je ne sais pas comment faire, bien, venez à l'aparté.
Moi, je vais vous aider, je vais la faire, j'en fais une panette tout le temps. Des accompagnements aussi vers des ressources du milieu culturel. Donc, si jamais vous êtes membre d'un organisme, une association qui a des services, je peux vous accompagner là-dedans. Sachez toutefois que quand que vous venez à l'aparté, c'est confidentiel et indépendant. Donc, votre association professionnelle ou l'organisme où vous faites partie, dont vous faites partie, en fait, ne sait pas que vous êtes venu à l'aparté. Par contre, on peut travailler ensemble. Si vous me dites, moi, Virginie, ça me dérange pas là, que vous communiquiez avec, par exemple, avec Ampis, avec Christine, pour essayer de trouver ensemble une solution ou qu'on fasse des moyens. À ce moment-là, du moment que vous m'autorisez, c'est correct. À ce moment-là, je vais parler sans problème avec Ampis. Ça va toujours se faire avec votre volonté. Hein? Et ça va toujours être vraiment si vous voulez. OK? Donc, ensuite, on peut faire l'accompagnement dans le processus criminel. Donc, si vous voulez aller porter plainte à la police, je peux venir avec vous au poste de police. Je l'ai fait. Dans un processus de plainte aussi, par exemple, si vous étiez vous avez été victime d'harcèlement psychologique et qu'à ce moment-là, vous étiez un employé, vous voulez porter plainte aux normes du travail, moi, je peux vous accompagner. Puis évidemment, tout ça, là, c'est des services qu'on offre, mais moi, je vais vous le dire ce que vous pouvez faire. Là. Vous le savez peut-être pas là, si vous pouvez ou pas porter plainte au normes du travail. Moi, je vais être là pour vous le dire. Oui, on peut faire ça. Non, on peut pas faire ça. Donc, je vais être là pour ça. Je peux vous accompagner. Même, il y a une enquête, en fait, aux normes du travail. Il va y avoir un enquêteur qui est nommé normalement dans les cas d'harcèlement psychologique et j'accompagne les personnes qui en ont besoin lors de l'enquête. Je suis là avec elles pour les aider, pour m'assurer qu'elles oublient rien puis qu'elles expliquent vraiment tout ce qui s'est passé. Puis, ça a donné vraiment des bons résultats. Là. Dans plusieurs cas, on a réussi à faire accepter les dossiers d'harcèlement psychologique et on offre aussi un service bilingue. Donc, ça aussi, c'est là. Je devais regarder les questions. Oui, en parlant de service bilingue, oui. Virginie, excuse-moi de t'interrompre, c'est que la dernière question touche justement, c'est quelqu'un qui se proposait de traduire, mais on a une présentation en anglais qui va suivre celle-ci. Il y aura un PowerPoint en anglais aussi qu'on pourra mettre à la disposition de tous. Oui, c'est ma collègue Nadia Sami qui va être là pour faire la présentation en anglais et on a tout le PowerPoint, donc vous allez avoir aussi accès à ça là, en anglais. On me pose la question, est-ce que la condamnation d'un acte peut être allégée par l'intoxication de l'agresseur au moment de l'agression qui pourrait plaider des facultés affaiblies? Ah là là, quelle bonne question! Qui ont biaisé son jugement. En fait, non. OK. La preuve de l'intoxication volontaire, c'est un point qui a donné beaucoup de fil à retordre dans la jurisprudence dans le passé, mais il y a des jugements de la Cour suprême qui sont sortis, surtout dans la matière d'agression sexuelle, où la preuve d'être sous substance, ça n'enlève pas en fait l'intention d'avoir commis l'agression sexuelle. Donc, effectivement, ça n'est pas allégé si la personne était sous l'effet de substance. Ceci étant dit, la preuve de l'intoxication volontaire extrême qu'on appelle peut alléger l'acte criminel dans les cas de meurtre, mais pas dans les cas d'agression sexuelle. OK? Mais là, c'est ça. Donc, dans les cas de meurtre, ça va alléger. La différence, c'est qu'on va parler au lieu d'un meurtre, ça va être une homicide involontaire. Donc, il y a quand même un acte criminel qui va être reconnu. Là. C'est juste que ça sera pas le meurtre. OK. Ensuite, on me demande, j'aimerais avoir une définition claire de l'abus psychologique selon la loi. Où puis-je trouver l'information? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de zones grises. Oui, effectivement, en fait, l'abus psychologique, ça dépend ce que vous voulez entendre par abus psychologique. Là. En fait, l'abus comme tel, c'est qu'on l'abus de pouvoir, par exemple, c'est pas nécessairement un acte criminel, là, OK? Ça va dépendre de ce qu'on va faire avec ça, avec l'abus de pouvoir. Quand vous parlez d'abus psychologique, moi, je le vois comme étant du harcèlement psychologique dans votre question. Et à ce moment-là, c'est vraiment la définition que je vous ai mentionnée, qui est la définition, en fait, qu'on retrouve aux normes du travail, qui est la conduite vexatoire, qui se traduit par des comportements, des gestes et de manière répétée et qui vont avoir un impact sur la dignité de la personne, qui vont porter atteinte à sa dignité et qui vont également avoir
rendre le milieu de travail néfaste. OK? C'est vraiment ça qu'on va voir. Alors, et après ça, ça va dépendre de la situation. Tu sais, par exemple, si vous êtes travailleur autonome, que vous avez un contrat avec quelqu'un, puis que cette personne-là, vous n'êtes donc pas son salarié, vous avez vraiment un contrat de travailleur autonome, et que cette personne-là vous abuse, dans le sens que vous êtes toujours en train de vous exploiter, vous dénigre et tout ça, bien, il y aura un recours civil à ce moment-là. Et ce recours-là, en fait, va être basé plutôt sur le fait que la personne a fait une faute d'avoir eu ces agissements-là. Fait que ça ne sera pas nécessairement une définition classique là, au sens de la loi comme telle. Là. Mais appelez-moi, je vais en discuter davantage avec vous pour voir dans votre situation comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'abus psychologique. On me demande comment faire quand nous apprenons des agressions qui ont eu lieu sur mineurs qui aujourd'hui sont adultes. Doit-on présumer que d'autres mineurs qui travaillent avec l'agression sont à risque et par conséquent, peut-on faire quelque chose? Bien, en fait, quand la personne était mineure au moment des agressions, même si maintenant elle est rendue adulte, si elle porte plainte, ça va être considéré comme un abus sexuel sur un mineur. Donc, et ça, à ce moment-là, là, le consentement il n'y a pas de consentement, là, il y a des règles en fonction de l'âge, là, mais si on a un adulte qui a eu des relations intimes avec, par exemple, un ado de 12, 13, 14 ans, c'est considéré comme un viol. Là. C'est considéré comme une agression sexuelle. Il ne peut pas avoir de consentement chez un mineur, en fait, qui avec un adulte. Il y a des âges, c'est-à-dire que si on est dans deux ados qui ont 14 ans ensemble, qui consentent, là, oui, il va y avoir, là, ça ne sera pas une agression sexuelle, il y a des règles, mais du moment qu'on a un adulte qui a eu des agissements, des attouchements, des relations intimes avec un mineur, le consentement n'existe pas. Parce qu'on considère qu'un adulte est comme un pouvoir sur le mineur et que le mineur est vulnérable par rapport à cette personne-là. OK? Virginie, pour ma compréhension personnelle, est-ce qu'il y a un âge, j'avais entendu, tu sais, le 16 ans, est-ce que quand on parle de mineur, est-ce que c'est 18 ans et moins? Est-ce que c'est 17 ans et moins, 16 ans? Qu'est-ce que c'est? Le mineur, c'est 18 ans et moins, mais ça dépend de la différence d'âge entre les deux personnes. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait le 16 ans et l'âge de consentement, effectivement. Donc, si on a une personne de 16 ans, normalement, peut avoir une relation avec quelqu'un je pense que c'est 4 ans la différence entre les deux. Je ne suis pas certaine à 100%, mais effectivement, mais du moment qu'on est en bas de... C'est parce que la différence d'âge, si on est en bas de 16 ans, on tombe, je pense que c'est 2 ans la différence d'âge. Fait que du moment qu'on est en bas de 16 ans, automatiquement, la différence d'âge est plus que 2 ans. Là. Fait que, avec quelqu'un de 18 ans et plus. Fait que c'est pour ça qu'on parle de la différence de 16 ans. Ouais. Donc, la notion de consentement n'existe pas à partir de toute personne de 16 ans et moins. Qui a une relation avec un adulte. Avec un adulte. Oui, parce que, par exemple, une personne de 14 ans peut avoir une relation avec une personne de 16 ans. De 16 ans. Mais c'est vraiment si on est dans un cas, et si je me trompe pas, c'est 4 ans la différence à partir de 16 ans. Fait que ça peut être vraiment en dessous du moment qu'on a 16 ans, là, même je pense que sous l'ère des conservateurs, il me semble, ils ont réduit ça à 2 ans. Je ne suis pas certaine à 100%, mais il y a vraiment une nuance là, dans la différence entre l'âge de la personne, dans le fond. OK? Mais à ce moment-là, venez me voir, là, puis on va regarder. Mais du moment, tu sais, moi, j'en ai eu des gens qui ont été abusés par des adultes de 40 ans avec quelqu'un qui avait 14 ans. C'est une agression sexuelle. Là. Il n'y a pas de consentement là. Tu sais, je veux dire, du moment que quelqu'un sait qu'il est arrivé ça, c'est une agression sexuelle, vous pouvez porter plainte. Là. OK? Mais c'est une des très bonnes questions parce qu'effectivement, en cirque, là, les formations, ça commence très jeune là, et comme en danse, en fait. Ouais. On me pose une autre question. Tu parlais de consentement dans le cas d'agression sexuelle plutôt. Dans le cas d'implication avec un mineur, comment on voit le consentement? Mais là, je pense que j'ai répondu à la question. Dites-moi si ça n'a pas répondu à votre question. Mais dans un mineur, comme je le dis, un mineur ne peut pas consentir avec un adulte. Donc, à partir en bas de 16 ans, si je ne me trompe pas. OK?
Ensuite, à l'aparté, quand vous venez nous voir, là, j'ai presque terminé. Quand vous venez nous voir, il n'y a aucune obligation de porter plainte. L'employeur ou le producteur, il ne sait pas que vous êtes venu, ni votre association professionnelle, ni le syndicat. On veut vraiment offrir un service qui est sans risque, là, dans le fond, pour que vous soyez à l'aise d'aller chercher des ressources sans crainte pour votre profession ou votre carrière. Et on va vous donner les références et les ressources qui existent. Puis tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est des informations générales, mais évidemment, on va faire le point avec vous, on va analyser avec vous c'est qu'est-ce qui s'applique à vous dans certains cas, là, tu sais. Donc, vous avez ici nos références, notre site Internet. Il y a un formulaire de contact sur le site Internet. Vous pouvez aller là. On a notre téléphone et nos horaires entre 10 à 18 heures. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Internet. Là, actuellement, par la vague de dénonciation, on n'a pas mis plusieurs nouvelles, mais je suis en train de préparer une liste de sujets ou d'articles que je vais mettre sur le site de l'Aparté pour qu'on ait encore plus d'informations pour la situation actuelle. Fait que j'espère avoir répondu à toutes vos questions, puis j'espère que le webinaire a été plus long que ce que je pensais, là. Mais j'espère que ça a été conforme à vos attentes. Alors, avant qu'on termine le webinaire, d'abord, je voudrais te remercier. C'était, je crois, très enrichissant pour nous tous d'avoir ces informations-là. Je tiens aussi à mentionner à tous ceux qui participent au webinaire Campus qu'on est très soucieux et préoccupés par cette vague de dénonciation-là et on s'engage à mettre en place d'autres activités pour aider, outiller tant les compagnies que les victimes, le milieu, à se faire en sorte qu'on ait un environnement sain et exempt de toute forme de harcèlement. Alors, pour nous, c'est une préoccupation importante. Donc, encore merci. Je ne sais pas si Virginie, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on quitte, qu'on termine ce webinaire. Il y a peut-être des questions. Je vois peut-être des commentaires. Je ne sais pas s'il y avait deux derniers. Non, c'était des remerciements. Il voulait savoir, il y avait une dernière question, si jamais il existe des apartés ailleurs dans le monde. À ma connaissance, non. Ça serait bien, en tout cas, si jamais il y a des ressources internationales, peut-être on pourra s'en reparler, Virginie, parce que notre secteur est particulier. Il y a énormément, le contexte de travail est international. Je pense qu'en plus, on a un défi peut-être de trouver des ressources internationales pour faire en sorte que les gens sachent à qui s'adresser, à des bonnes ressources de confiance lorsqu'on est à l'étranger. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur cet aspect-là. Ah oui, tout à fait. Puis, ça va, écoutez, je veux vraiment vous remercier. Puis, sachez qu'on est là pour vous. On fait des miracles avec un petit peu, entre guillemets, là, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour aider en ce moment. Puis, moi, je pense que c'est important là, de mentionner qu'on fait notre travail chez Jury Pop. C'est pas juste c'est pas un travail alimentaire qu'on fait, c'est un travail qu'on fait par vocation, puis parce que on veut changer les choses. Puis, et je pense que c'est important qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui, puis dans notre société. Fait que je vous remercie infiniment là, de votre intérêt, là. Alors, merci à vous tous et puis soyez à l'affût de nos communications. On va, dans les prochaines semaines, offrir d'autres activités concernant ce sujet-là. Merci à tous. Merci.